Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a 1 an et demi, on avait publié un dossier sur les canons spatiaux. Ces dispositifs, développés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont permis d'envoyer des projectiles dans l'espace, jusqu'à 180 km d'altitude, mais sans jamais parvenir à les satelliser. L'avantage principal d'un canon spatial est qu'il permet de stocker l'énergie de propulsion sur Terre, ce qui évite de construire une énorme fusée. Les explosifs chimiques ne permettent cependant pas d'atteindre des accélérations suffisantes, et ces dernières sont de toute manière bien trop violentes pour la plupart des charges utiles imaginables. Les canons spatiaux ne permettront probablement jamais d'applications orbitales, en tout cas depuis la Terre. Il est cependant possible de reprendre l'idée d'une accélération fournie par un dispositif terrestre en la rendant moins explosive et plus progressive, ce qui adoucirait les contraintes sur la charge utile. Une catapulte spatiale est ainsi un appareil qui vise à accélérer une masse pour la propulser dans l'espace. Il existe plusieurs façons d'arriver à cette fin, et certaines d'entre elles bénéficient d'un développement actif. Vous avez ainsi peut-être entendu parler de la start-up américaine Spin Launch. Cette entreprise, créée en 2014, a levé 80 millions de dollars pour tenter de développer une catapulte spatiale. Elle s'est installée à Spaceport America, à côté de Virgin Galactic. Le concept de Spin Launch s'appuie sur une centrifugeuse XXL. Si vous avez déjà vu une épreuve de lancer de poids olympique où un athlète tourne sur lui-même pour envoyer une masse le plus loin possible, vous avez une idée de comment ça fonctionne. Il faut évidemment bien plus d'énergie pour aller dans l'espace que lors d'une épreuve olympique. La catapulte de Spin Launch ne peut d'ailleurs pas fournir toute l'énergie nécessaire. Elle est pensée pour lancer une fusée qui doit ensuite mettre à feu son moteur pour finir le travail. La solution pourrait en théorie fonctionner, mais Spin Launch doit d'abord surmonter de grosses difficultés techniques. Pour donner l'impulsion initiale, la centrifugeuse doit faire tourner la fusée à grande vitesse. Au moment du lâcher, elle devrait aussi voyager à 8000 km/h, ce qui lui permettrait d'atteindre en 1 minute une altitude de 60 km. Cette rotation à grande vitesse soumettrait cependant la fusée et sa charge utile à d'immenses forces, par effet centrifuge. Juste avant d'être libéré, le projectile subirait ainsi 10 000 G de contraintes. On a du mal à imaginer comment un satellite pourrait encaisser un tel traitement. Mais ce n'est pas tout. La phase d'accélération dans la centrifugeuse se ferait sous vide, mais la fusée serait libérée dans les couches les plus denses de l'atmosphère, ce qui promet un sacré coup de chauffe. Bref, les contraintes sont tellement énormes qu'on a du mal à voir comment Spin Launch compte s'en sortir, même avec de tels financements. Il existe cependant d'autres moyens de fournir une grosse accélération à un solide tout en évitant les contraintes dues à une centrifugeuse. Dans les années 70, différents instituts de recherche, surtout militaires, se sont intéressés au concept de catapulte magnétique. Dans les faits, il s'agit d'une série de bobines, parfois supraconductrices, dont les champs magnétiques sont synchronisés pour accélérer un objet. C'est par exemple ce type de système qui est utilisé sur les nouveaux porte-avions américains pour faciliter le décollage des aéronefs. Ils permettent alors d'accélérer des masses de plusieurs dizaines de tonnes à 240 km/h. Pour obtenir une accélération similaire à celle de Spin Launch, il faut évidemment avoir recours à un système bien plus imposant. Des prototypes à petite échelle ont été étudiés par différentes équipes. Les images que vous voyez à l'écran sont par exemple issues d'essais menés en 1976. Sur un principe un peu différent, l'armée américaine a testé des canons électriques, les fameux Ray Gun, qui ont pu propulser des projectiles à près de Mach 10. Une catapulte électromagnétique à vocation spatiale devrait cependant être construite autour d'une très longue rampe. Cela permettrait d'une part de lisser l'accélération et d'autre part de sortir du dispositif dans les couches moins denses de l'atmosphère. Le projet StarTram, imaginé par un des inventeurs du train Maglev, s'articule ainsi autour d'un tube de plusieurs centaines de kilomètres de long. Pendant la majeure partie de sa course, il serait au niveau du sol. La charge utile serait accélérée doucement pour ne pas lui faire subir trop de contraintes.
De cette manière, même le vol habité pourrait être envisagé. Sur sa dernière section, la rampe se relèverait à 10 ou 15 degrés. La sortie dans l'atmosphère s'effectuerait alors entre 4 et 20 km d'altitude selon les designs, à une vitesse de 8 km par seconde environ. Il serait possible d'imaginer un tube moins long et montant moins haut pour envoyer du fret. Des accélérations de 20 à 30 G pourraient en effet être privilégiées. Avec une sortie de tube à seulement quelques kilomètres d'altitude, on pourrait même envisager d'adosser la construction à une montagne pour limiter les coûts. D'après les créateurs du concept StarTram, un tel dispositif pourrait amener 1 kg de charge utile en orbite basse pour seulement 50 $. Quand on connaît les coûts permis par une fusée chimique, il y a de quoi rêver. Bon, si la Terre ne dispose pas encore d'une catapulte électromagnétique spatiale, c'est qu'il y a une bonne raison. Le chantier initial d'un tel projet serait extrêmement coûteux. Dans sa version la plus ambitieuse, prévue pour le vol habité, un tube de 1600 km s'élevant jusqu'à 20 km d'altitude est nécessaire. Impossible de s'adosser à une montagne. Il faudrait déployer des infrastructures proches de celles nécessaires pour un ascenseur spatial. À ça, il faut ajouter des aimants supraconducteurs et tout le système de refroidissement qui va avec, ainsi que de quoi faire le vide sur tout le trajet du projectile. Bref, une catapulte électromagnétique est un chantier extrêmement coûteux, et les économies permises par son fonctionnement ne sont pas si évidentes. C'est en tout cas vrai pour une catapulte électromagnétique basée sur Terre. Ce qui fait la difficulté d'un tel système, c'est en effet le fait de devoir traverser l'atmosphère et d'atteindre une vitesse élevée. Mais sur un corps moins massif et sans atmosphère, le défi est beaucoup moins corsé. C'est pourquoi le concept de catapulte électromagnétique est souvent associé à la Lune. Notre satellite est un terrain de jeu idéal pour un tel système. Les accélérations nécessaires sont beaucoup plus faibles et le vide est omniprésent. Avantage supplémentaire, les températures des zones qui ne sont pas exposées à la lumière solaire sont très basses, ce qui facilite grandement le recours à des bobines supraconductrices. Une catapulte électromagnétique basée sur la Lune pourrait ne faire que quelques dizaines de kilomètres de long. Cela reste un chantier colossal, mais sans commune mesure avec les exigences d'un tel projet sur Terre. On peut imaginer que cela faciliterait par exemple l'exploitation des ressources de notre satellite. Il serait en effet possible de tirer les matériaux en orbite lunaire ou vers la Terre sans contenant spécifique. La même logique peut être appliquée à Mercure ou à des astéroïdes avec des catapultes électromagnétiques de très petite dimension. Tirer de la matière d'un astéroïde depuis sa surface à grande vitesse imprimerait une accélération à l'objet, via le principe d'action-réaction. Cela nous amène à une autre utilisation possible des catapultes électromagnétiques, la propulsion spatiale. On peut en effet imaginer remplacer notre astéroïde par un vaisseau. Ce dernier exploiterait de l'énergie électrique pour expulser de la masse via sa catapulte et ainsi se propulser. L'avantage, c'est qu'il serait possible de faire le plein sur presque n'importe quel corps du système solaire, avec presque n'importe quel matériau. On peut d'ailleurs considérer les moteurs ioniques et autres systèmes type Vasi-MR comme des catapultes électromagnétiques à l'échelle atomique. Il est possible de produire différents profils d'accélération en fonction de l'énergie utilisée pour chaque tir, et de la fréquence de ceux-ci. Un tel système de propulsion pourrait même transformer un astéroïde tout entier en vaisseau. Il faudrait installer une source d'énergie électrique de forte puissance, une catapulte électromagnétique et un moyen de contrôle d'attitude. L'astéroïde pourrait alors être propulsé en se débarrassant de sa propre masse. Les accélérations deviendraient d'ailleurs de plus en plus simples au fur et à mesure qu'il s'allégerait. C'est au final peut-être le moyen le plus simple de construire un vaisseau interstellaire de grande taille. Un des désavantages qui vient avec ce moyen de propulsion est cependant les risques qu'il pose s'il est utilisé à grande échelle. Imaginez des milliers de vaisseaux se déplaçant dans le système solaire en éjectant des masses à plusieurs kilomètres par seconde. Cela pourrait éventuellement mener à un malencontreux accident. Avant de pouvoir sérieusement penser aux applications des catapultes électromagnétiques, il faut cependant que de gros progrès soient effectués du côté des sources d'énergie et de la construction dans l'espace.
Ce sont justement deux domaines qui font l'objet d'annonces ces derniers mois. L'énergie nucléaire spatiale est en train de se refaire une place dans les programmes de recherche américains, avec des projets de propulsion ou de production électrique. La fabrication de structures dans l'espace devrait aussi faire l'objet de plusieurs missions de démonstration dans les années à venir. La NASA a par exemple accordé un contrat de 73 millions de dollars à l'entreprise Made in Space pour imprimer en 3D des poutres de 10 mètres de long. On est encore loin des capacités nécessaires à la construction sur la Lune d'une catapulte orbitale, mais c'est un début. D'ici là, on surveillera si Spin Launch parvient à surmonter les défis associés à sa catapulte rotative. Malgré ses énormes contraintes, elle a au moins le mérite de pouvoir s'appuyer sur une structure de base moins pharaonique. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions en commentaire. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour une séance de questions-réponses. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.